Bonjour à tous, effectivement c'est moi qui vais démarrer. Bonjour à tous et puis effectivement meilleurs vœux. On a essayé de vous contacter un programme qui permet de reprendre 2 articles qu'on a trouvé intéressants avec Véronique et puis ensuite on discutera un peu plus du PNDS, dilatation de bronche, des résultats du PHRC de Véronique et puis ensuite d'essayer de vous présenter un arbre décisionnel sur les dilatations de bronche idiopathiques. Donc, pour premier article, je voulais vous parler de dilatation de bronche. Donc, vous savez que ça n'est pas une description, un diagnostic, on va dire, en tant que tel, mais c'est plus une description qui est ancienne, qui est de la NEC, et qui consiste à présenter d'une part des épisodes de toux grasse chronique ou récurrente, avec ou pas des anomalies de l'examen clinique, et surtout un aspect tomodensitométrique qui correspond à un index entre bronche et artère augmenté, c'est-à-dire supérieur à 0,8 chez les moins de 6 ans ou à 1 chez les plus de 6 ans. Le souci de cette dilatation de bronche, c'est que bien souvent, finalement, on n'a pas de cause très précise, surtout quand on est hors champ mucoviscidose et dyskinésie ciliaire. Donc on imagine que c'est la rencontre d'un terrain prédisposant et d'un germe. C'est vrai que plusieurs travaux ont pu montrer des anomalies de certains polymorphismes, de certaines protéines ou interleukines, essentiellement sur la voie de l'inflammation, mais ça reste des études qui sont tout à fait ponctuelles et c'est pourquoi, avec le groupe Ronquirard, on vous a fait passer un courrier récemment disant qu'on voulait démarrer une étude qu'on appellerait bronchigène, qui cherche sans a priori à essayer de rechercher des facteurs de susceptibilité tant de dilatation de bronche que de bronchiolite post-infectieuse, donc de PIBO, en étudiant l'exome, le transcriptome du propositus et de 2 parents. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard dans le courant de l'année, j'espère, de 2021. Ceci étant, il y a aussi d'autres articles qui font le lien éventuel avec une bronchite bactérienne persistante qui serait peut-être un possible précurseur de dilatation de bronche. C'est vrai qu'on a la même inflammation neutrophilique, qu'on a les mêmes germes, et donc peut-être qu'on aurait une sorte de parésie immunitaire locale, post-virale ou favorisée par le tabac ou un abus de corticoïdes qui ferait le lit de cette dilatation de bronche. Alors là où ça me paraissait intéressant, c'était de vous reporter ce papier australien paru dans Respirologie en 2020, qui est la première étude de suivi prospective des bronchites bactériennes persistantes chez l'enfant. Donc, comme vous le voyez, il y a eu au total 157 enfants qui ont été inclus et suivis pour une période d'environ 5 ans. Ce qui était assez remarquable, c'est que tous ces enfants avaient bénéficié d'une endoscopie bronchique avec lavage broncho-alvéolaire pour tous et que d'autre part existait aussi un groupe contrôle de 28 enfants qui avaient eu une endoscopie pour d'autres raisons. Alors, la définition de la bronchite bactérienne persistante est celle qu'on retrouve classiquement. Vous avez les items qui sont marqués en haut et à droite de la diapositive. Les inclusions ont eu lieu entre mars 2008 et décembre 2014, donc des enfants qui avaient un âge médian de 2 ans, une majorité de garçons. Et comme on disait, pendant 5 ans, il y a eu... les Australiens contrôlent la publication, manifestement. Donc, il y a eu contact mensuel pendant 5 ans. Et pour certains d'entre eux, il y a eu scanner thoracique, malheureusement pas pour tous, mais en tout cas, selon les recommandations australiennes, donc quand il y avait une toux grasse chronique sans réponse après plusieurs semaines d'antibiotiques, quand il y avait des anomalies radiologiques persistantes malgré l'antibiothérapie, ou des hospitalisations répétées pour des épisodes respiratoires. Et l'asthme, quant à lui, était diagnostiqué cliniquement. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que indéniablement, la bronchite bactérienne persistante facilite les séquelles respiratoires, que ce soit à type d'asthme, puisqu'on a quand même 27% d'asthmatiques dans cette série, avec des facteurs de risque qui, en analyse multivariée, sont représentés par le fait d'un terrain atopique, comme en témoigne la présence d'IgE spécifiques, ou le fait d'avoir à l'endoscopie une bronchomalacie.
Et par contre, effectivement, ce qu'on retrouve, c'est quand même près de 10% de dilatation de bronches. Alors bien évidemment, tous les enfants n'avaient pas, comme on l'a dit, de scanner thoracique, c'est fait seulement chez 45 enfants, mais ces enfants présentaient de façon majoritaire quand même des dilatations de bronches cylindriques, avec une identification finalement de l'anomalie bronchique dans les 2 premières années de suivi. Et en multivarié, ce qui ressortait, c'était le fait de faire des bronchites bactériennes persistantes récurrentes, donc au moins 2-3 épisodes par an, avec un node ratio qui était à 9, quasi 10, ou d'avoir un portage d'Haemophilus influenzae lors du lavage broncho-alvéolaire au-dessus de 10 puissance 4, avec un node ratio qui était là, à ce moment-là, de 5. Donc, ce qui fait que, malgré tout, on a une quantité, on va dire, de bronchite bactérienne, enfin une dilatation de bronche qui est quand même importante, plus fréquente encore quand il y a de l'asthme en association avec les deux. Les mécanismes ne sont pas encore très clairs. Est-ce que ce serait une réponse aberrante de l'hôte avec des taux élevés d'IL-18, une incapacité de synthèse d'interféron gamma ou encore une éphérocytose défaillante? Ça reste des supputations, mais en tout cas, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on fasse, nous, attention en pneumologie pédiatrique à identifier déjà ces bronchites bactériennes persistantes et peut-être à les suivre de façon plus durable pour repérer les dilatations de bronches. Donc, moi, je vais vous présenter un article d'une. Alors, déjà, il y a très peu d'articles sur la bronchiolite oblitérante de l'enfant pour l'année 2020. Et donc, je vais vous présenter un article de l'équipe allemande de Francfort qui a travaillé sur la réponse de l'inflammation neutrophilique chez les enfants présentant une bronchiolite oblitérante. Donc déjà, pour cette équipe avait publié en 2015 un article paru dans Cytokine où ils avaient étudié dans le sputum d'une dizaine d'enfants ayant présenté une bronchiolite oblitérante d'origine essentiellement post-viro-induite, la réponse cytokinique dans le sputum et avait montré, c'était vrai pour la sécrétion de cytokine et vrai aussi pour la sécrétion des ARN, un excès de cytokine en lien avec une réponse neutrophilique anormale dans le sputum des enfants présentant une bronchiolite oblitérante. Et donc, ils avaient poursuivi leur travail, ou leurs travaux, je ne sais pas comment on dit. Et donc, ils avaient étudié donc, chez 28 enfants, ici vous avez les données cliniques de ces patients, âgés entre 6 et 27 ans, qui avaient une bronchiolite oblitérante pour 2 tiers viro-induite et pour 1 tiers post-greffe de moelle, qui avait une fonction respiratoire qui est donnée ici altérée, avec, vous voyez, une LCI qui était augmentée pour la majorité de ces enfants, un syndrome obstructif qui était non réversible pour 90% de cette population. Et ils avaient comparé à un groupe d'enfants n'ayant pas bien évidemment de bronchiolite oblitérante et non asthmatique. Et ils avaient recherché dans le sputum des marqueurs en faveur d'une inflammation neutrophilique et en particulier, ils avaient dosé la calprotectine. Donc la calprotectine vient de 2 cellules de l'immunité innée activées, les neutrophiles et les macrophages. Et donc dans le sputum de ces patients, pour les enfants qui avaient une bronchiolite oblitérante, il y avait déjà plus de neutrophiles dans le sputum et moins de façon significative de macrophages dans le sputum des patients par rapport au groupe contrôle. Et ils avaient montré également que là encore, l'IL-8 était de façon plus importante présente en tant que sécrétion de cytokine dans le sputum de ce groupe de population. Et donc, ils avaient mesuré la calprotectine. Alors certes, il y a un chevauchement qui existe entre les groupes de patients et les groupes contrôle, mais ils avaient quand même montré qu'il y avait une sécrétion dans le sputum de calprotectine plus importante, alors que dans le sérum des patients bronchiolite oblitérante versus contrôle, globalement, il y avait peu de différence entre les deux taux. Et l'autre chose, c'est qu'ils avaient montré qu'il existait une corrélation, alors elle n'est pas très importante, mais il existait une corrélation, alors bien évidemment avec les neutrophiles et l'interleukine 8, mais également avec l'altération de la fonction respiratoire pour la sécrétion de calprotectine dans les sécrétions dans le sputum.
Et au niveau de la technique, la calprotectine se mesure assez facilement dans le sputum des patients. Donc, hop. Donc les perspectives que peut nous offrir ce rôle de l'inflammation neutrophénique, c'est que alors là, les patients qui ont été étudiés avaient déjà la bronchiolite oblitérante, et donc ce qui montre, c'est que quand la bronchiolite oblitérante est présente, il y a une réponse neutrophilique anormale. Mais il serait intéressant d'étudier les enfants qui soit sont à risque, soit développent au tout début un déclin de la fonction respiratoire après une infection virale sévère ou après d'autres facteurs aggravants comme la greffe de moelle, par exemple, pour essayer de voir si la calprotectine peut nous aider comme étant un marqueur précoce. Se pose la question de sévérité, car il montrait quand même qu'il y avait une corrélation entre la gravité de l'atteinte respiratoire et le taux de calprotectine dans le sputum. Et enfin, possiblement, peut-être, ça pourrait nous aider à identifier les répondeurs, non répondeurs aux thérapeutiques qui restent encore faibles chez les patients qui ont une bronchiolite oblitérante. Alors, pourquoi on a fait en fait ce PNDS? Pour un certain nombre de choses. Quand on veut marquer en fait une définition de la bronchectasie, on s'aperçoit que là il y a juste une petite ébauche, mais que si sur le plan visuel on voit bien en fait ce qui se passe quand on a une bronchectasie, ou sur le plan imagerie d'ailleurs, quand il s'agit de faire une définition, ce n'est pas toujours évident. La deuxième problématique, c'était l'étiologie. C'est vrai que il y a un certain nombre de PNDS déjà qui ont été mis en place pour la mucoviscidose, pour la dyskinésie ciliaire primitive, plus récemment, enfin les deux étaient assez récents finalement, mais on voit qu'il y a un certain nombre d'étiologies qui peuvent être responsables de dilatation des bronches, notamment immunitaires, que ce soit l'inhalation, post-infectieux, idiopathiques, qui sont quand même pas sur cet ensemble d'études qui ne sont pas si limitées. Et véritablement, il manque un algorithme diagnostique et thérapeutique qui permet en fait de retrouver en fait toutes ces causes et ces étiologies des dilatations des bronches, hors mucoviscidose et DCP. On voit qu'il y en a quand même un certain nombre. L'autre chose, c'est la prise en charge. On a beaucoup de similitudes et de différences entre la prise en charge adulte et pédiatrique. Évidemment, un peu comme la mucoviscidose et la dyskinésie ciliaire, beaucoup de choses ont été mises en place par rapport à ce qui avait été fait chez l'adulte. Ici, beaucoup de traitements sont mis en place par rapport à ce qui a été fait par la mucoviscidose et la dyskinésie ciliaire. Et donc, je pense qu'il était important en fait de faire le point sur ces différentes prises en charge, d'essayer d'unifier, ce qui n'est pas forcément évident, et puis de proposer en fait, et je pense que c'est aussi important dans les futures recherches qui vont être à développer. Alors la méthodologie, c'est pour les PNDS, donc j'ai coordonné ce PNDS. On a un certain nombre de rédacteurs. Dans ces rédacteurs, j'ai essayé en fait de faire appel d'une part aux responsables et aux différentes personnes qui travaillent dans les centres de référence, mais aussi aux personnes qui travaillent dans le groupe bronchi-rare. On a fait l'argumentaire et Katarina, qui est une ARC, qui est un médecin russe, nous a aidé pour faire cet argumentaire. Et enfin, la première chose est faite, on a un document, l'argumentaire est fait, et on doit encore faire cette relecture. Je pense effectivement qu'on devrait pouvoir avoir un document aussi également fin mars. Ça devrait être voilà. Je vous remercie de votre attention. Notamment pour le PHRC Respidox, donc on a vaincu la Manche. Le placebo, c'est bon, on l'a obtenu par le groupe GSK en Angleterre, et donc on va pouvoir débuter. On a eu toutes les autorisations
pour le PHRC. Donc, on va débuter en mars 2021, d'abord à Robert Debré, puis dans tous les centres nationaux qui participent au PHRC, l'étude de l'efficacité du Sérétide 50. Donc, l'idée est d'inclure chez les enfants un mois avant la greffe de moelle, d'avoir toutes leurs données cliniques, bien évidemment leur accord. Une fois qu'ils sont greffés de moelle, on va les suivre pendant un mois et dès qu'ils auront un déclin du VMS de plus de 10%, on leur proposera d'être tirés au sort et d'avoir soit un bras qui sera le traitement par sérétide, soit d'avoir le placebo, et ça pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, le traitement sera arrêté et ils seront suivis encore pendant 6 mois après l'arrêt du traitement pour évaluer la fonction respiratoire. Et s'il y a un déclin de nouveau de la fonction respiratoire de plus de 10%, à ce moment-là, ils seront sortis d'études et on reprendra le traitement inhalé. Avec comme dose, donc pour les 6-11 ans, ça sera du Sérétide 50, 2 inhalations matin et soir, avec chambre d'inhalation. Et on a obtenu le financement pour qu'une infirmière des différentes écoles de l'asthme se déplace pour voir les enfants et leur montre bien la technique d'inhalation. Et 12-17 ans, Sérétide 125 2x2. Donc voilà, on va enfin pouvoir commencer avec une petite année de retard ce PHRC. Voilà. Pour cette dernière diapositive du groupe bronchirare, qui est une ébauche d'arbre décisionnel pour les dilatations de bronches idiopathiques de l'enfant. Alors c'est vrai que la tâche était quand même un peu difficile parce que, comme on disait tout à l'heure, les dilatations de bronches sont plus finalement un symptôme qu'une maladie en tant que telle, et que les causes sont, comme l'a dit Ralph, excessivement variées. Donc, je me suis appuyé sur le côté diagnostic, sur l'aspect clinique et tomodensitométrique que j'ai déjà rappelé tout à l'heure et qui se base en partie sur l'article publié dans le Lancet en 2018 par Madame Chang sur le diagnostic et le traitement des dilatations de bronches chez l'enfant, mais aussi sur un autre papier plus récent qui est sorti dans PAI Pulmonologie en 2019. Qui s'appuie aussi sur ça et qui a surtout expérimenté une sorte d'arbre décisionnel permettant d'aller vers des diagnostics de plus en plus rares de dilatation de bronches en tant que tel. Donc, ce qu'on pourrait proposer, mais là encore, je le redis, c'est une proposition qui demandait d'être validée par le plus grand nombre d'entre nous et qui nécessiterait bien sûr d'être en concordance aussi avec le PNDS. Ce serait donc d'abord d'éliminer la mucoviscidose une fois qu'on a fait un diagnostic clinique de dilatation de bronches avec idéalement 2 tests de la sueur, de réaliser un bilan immunitaire qui soit le plus complet possible et puis de tenter d'éliminer au mieux la dyskinésie ciliaire primitive avec bien sûr le score Picadar et le NO nasal en première intention. En cas de bilan négatif, on part sur la colonne de gauche, où l'histoire clinique peut peut-être nous aiguiller lorsqu'on a un antécédent d'épisode infectieux respiratoire aigu et un enfant qui antérieurement allait parfaitement bien et qui dans ces cas-là pourrait permettre de poser un diagnostic de dilatation post-infectieuse. Ça arrive parfois qu'on ait un certain nombre d'enfants qui font leur infection lors d'une hospitalisation avec un mycoplasme, avec un adénovirus et qui ensuite développent ces dilatations. C'est assez facile une fois qu'on a ce contexte. Dans le cadre médian ou des circonstances autres qu'infectieuses, brutales, mais un peu particulières qui soient présentes, genre tuberculose par exemple, ou multitransfusion, etc., on pourrait compléter le bilan orienté en fonction de ces circonstances, donc soit fibroscopie bronchique à la recherche du corps étranger, tout ce qui va être tuberculose, génotypage CFTR éventuellement si on a des doutes, puis l'impédance métrie, etc., le bilan auto-humain. Et en cas de
d'absence d'infection, de circonstances particulières, se pose la question du génotypage ENAC, peut-être orienté sur la microbiologie des crachats de ces enfants. Et si ce génotypage est effectivement négatif, à ce moment-là, asseoir le diagnostic de dilatation de bronches idiopathique. Donc, comme je disais, ça reste malgré tout une proposition. Ça demandera bien évidemment à être corrigé par l'ensemble de la communauté, et je vous remercie. Merci Jean-Christophe. C'était votre dernière diapo, c'est ça? Donc, merci beaucoup d'avoir respecté le temps. Il y a l'espace pour des questions. Et donc, il y a une première question qui est pour le protocole, le PHRC que nous a présenté Véronique. Il y a une question qui est choix du traitement sur VEMS sans prise en compte du TIFNO. Ne risque-t-on pas d'avoir des troubles ventilatoires restrictifs, je pense, liés à la dénutrition? C'est-à-dire des fausses obstructions, si je comprends bien. Alors, les données du PHRC Respeden montrent que le déclin du VEMS, même sur syndrome restrictif initial, est quand même en faveur d'une obstruction bronchiolaire périphérique. Donc, bon, c'est sûr que potentiellement, on va traiter des enfants qui n'ont pas de réelle bronchiolite oblitérante, mais c'est justement la question, hein. Je pense que chez l'enfant, on sous-estime le diagnostic de l'obstruction périphérique. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Je pense. Il y a une deuxième, merci. Il y a une deuxième question qui est comment peut-on réaliser un génotypage ENAC par rapport à ta proposition dans l'algorithme, Jean-Christophe? Pour le moment, on a plusieurs laboratoires qui permettent de faire cette analyse. C'est vrai que ce qu'on va... On t'entend mal. Ah, désolé. Je disais qu'on avait effectivement plusieurs laboratoires qui permettaient de faire ce génotypage, sachant que malgré tout, ça nous semblerait logique de placer à cet endroit-là les RCP. On a une RCP qui est animée par Véronique, qui fonctionne bien, puisqu'on a quand même là aussi, comme pour vous, pas mal de dossiers par session, avec généralement entre une dizaine et quinzaine de personnes qui vont participer. Et c'est vrai que ces dossiers un peu difficiles peuvent mériter de passer en RCP pour justement ou pas justifier du génotypage ENAC. Alors après, s'il y a besoin d'adresses, on vous donnera des adresses si c'est nécessaire, mais c'est vrai qu'il y a des possibilités sur Paris, des possibilités sur Lille notamment de faire ces choses-là, et aussi à d'autres endroits. Alors, sur ce sujet, si je peux me permettre, c'est vrai qu'Isabelle Sermet, elle a développé un outil qui est vraiment très intéressant pour cibler ceux pour lesquels le génotypage ENAC pourrait être utile, hein, puisqu'elle fait une étude fonctionnelle épithéliale et ça va, le profil de ces études fonctionnelles est vraiment extrêmement parlant quand c'est une pathologie ENAC. Donc, ça peut être une première étape aussi pour cibler ceux pour lesquels le génotypage ENAC serait vraiment intéressant. Alors, il y a d'autres questions. Je vous demande peut-être d'être très rapide là. Une question de Bernard Maître. Comment faire la part des choses, sachant que les épisodes infectieux sont fréquents chez l'enfant pour les DDB post-infectieuses? Oui, et puis Bernard qui demande s'il faut systématiquement une pneumonie prouvée. Alors, on n'a pas toujours une pneumonie précédant la dilatation de bronche, hein, en particulier avec les virus, c'est pas forcément systématiquement une pneumonie. C'est vraiment, je pense, dans l'organigramme, le fait d'avoir un épisode infectieux brutal, aigu, sévère, qui doit nous orienter qu'il y ait ou pas pneumonie associée.